lâche ton téléphone. Enfin, décroche-toi de cet écran. Et j'ai donc le plaisir d'animer ce webinaire ce soir avec Arnaud. Je vais le laisser débuter. Merci Nadège. Oui, moi aussi j'ai le plaisir de co-animer ce webinaire. Donc avec Nadège, que je ne présente plus, qui est psychologue spécialisée dans les relations parents-enfants et parents-adolescents, cofondatrice de l'atelier des parents et de MyTwiga, qui a plus de 15 ans d'expérience sur le sujet et qui nous explique très bien comment nos ados fonctionnent et surtout comment nous, parents, on peut bien réagir dans cette période cruciale. Alors, on a vu lors du dernier webinaire ce qu'était la nomophobie, c'est-à-dire la phobie d'être sans son smartphone, la no mobile phobia, et ses conséquences qui touchent autant les parents que les ados. Eh bien, nous allons ce soir continuer sur ce sujet ô combien important du temps d'écran et plus particulièrement du temps d'utilisation du smartphone pour les ados. C'est un sujet particulièrement difficile à traiter et ce n'est pas pour rien que c'est devenu la première source de conflit dans les familles. Alors, on a vu la dernière fois comment l'économie de l'attention essaye justement de capter volontairement notre temps de cerveau. On a vu quelques conseils pour identifier ces tentatives et comment les contrer. Et l'objectif de ce webinaire sera plus centré sur la pédagogie et les connaissances numériques pour gérer le temps d'utilisation des écrans de nos ados. Et pour débuter ce webinaire, je vais d'abord, commencer par vous présenter quelques statistiques. Ensuite, Nadège va vous présenter les problèmes que cela pose pour l'adolescent et pourquoi ils sont si accros et les principes pédagogiques à adopter. Et enfin, pour terminer, je vous donnerai des exemples concrets dans le numérique pour gérer ce temps d'écran. Alors, pour commencer, déjà, de quoi parle-t-on quand on parle de temps d'écran? Et on devrait plutôt parler de temps des écrans, car aujourd'hui, les écrans sont partout et on en compte en moyenne plus de 5 par foyer. Alors, un écran, c'est une télévision, un ordinateur fixe, un ordinateur portable, un smartphone, une tablette, une console. Donc, on voit bien que quand on va parler de temps d'écran, ça ne va pas être aussi simple à gérer. Passer du temps devant un écran aujourd'hui, ce n'est pas une activité en soi. Les écrans se sont imbriqués dans toute notre vie et donc dans celle de nos ados. Et un écran, c'est un outil qui peut être utilisé à la fois pour une activité consacrée à jouer, mais aussi pour travailler. Alors, ce qui fait que les études sur le temps d'écran, sur le temps passé devant les écrans, elles sont un peu vagues, un peu floues et elles ne sont pas toujours concordantes sur le temps passé dans l'absolu. Mais en revanche, elles concordent toutes pour dire que ce temps d'exposition a littéralement explosé et continue de grimper. Et ce qui change également de manière importante, c'est que ce temps maintenant est passé le plus souvent seul. Le temps devant un écran devient plutôt une activité solitaire pour nos ados, même s'ils sont connectés virtuellement. Alors, cela n'est pas sans effet et sans conséquences, surtout pour nos ados, et nous allons voir rapidement quelles sont les conséquences néfastes que l'on peut constater. Alors d'abord, des conséquences physiques assez évidentes, notamment liées au manque d'activité et surtout au manque de sommeil. Les dernières statistiques montrent que nous avons une génération qui a perdu en moyenne 1h46 de sommeil par nuit, ce qui est énorme et assez inquiétant. C'est pour ça qu'il y a un bon nombre d'études qui sont faites sur le sujet. Alors, tout est lié. Le temps passé devant un écran, c'est un temps qui n'est pas passé à faire autre chose et qui, en plus, peut venir perturber le rythme de sommeil ou le rythme alimentaire, avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Et il y a aussi des conséquences plus psychologiques qui sont listées dans ce slide. Je ne vais pas les lister là, mais tout cela, finalement, est assez lié. Et de manière générale, les études qui commencent enfin à arriver sur les effets des écrans montrent que nous avons une génération qui, en plus du temps de sommeil, aurait aussi perdu un tiers de ses capacités cognitives en termes de concentration. Alors, le but ici, ce n'est pas de faire peur, mais c'est de bien comprendre que la consommation excessive d'écran ou non régulée, elle n'est pas si anodine, mais aussi que ce n'est pas une fatalité, qu'il y a un environnement qui est propice à cette surconsommation d'écran. Alors, cet environnement, qu'est-ce que c'est? C'est cet environnement numérique. Nous l'avons déjà évoqué dans plusieurs de nos webinaires, et notamment lors du dernier webinaire sur la nomophobie. C'est celui de l'économie de l'attention, c'est-à-dire une économie qui se nourrit du temps de cerveau disponible qui est passé sur les écrans.
C'est une logique économique qui est basée sur des techniques dont le but est de capter notre attention, et particulièrement celle de nos ados qui de ce point de vue, sont assez vulnérables. Alors, on avait d'ailleurs décortiqué la dernière fois les mécanismes utilisés, les principaux biais cognitifs qui sont exploités contre nous pour nous faire passer le plus de temps possible sur une application donnée. Et on avait décortiqué notamment le mécanisme redoutable du système des flammes de Snapchat qui enferme justement nos ados dans une boucle addictive sans qu'ils s'en aperçoivent. Je vous invite à revoir ce webinaire, même si, et aussi ceux qui concernent la mécanique des réseaux sociaux qui vous expliqueront tout cela en détail. Donc, nous sommes soumis à ces incitations et à ces mécanismes de l'économie de l'attention, mais pour nos ados, cela a encore plus d'impact et Nadège va justement nous expliquer pourquoi. Tout à fait. Alors, merci Arnaud. Effectivement, les études et surtout les recherches actuelles nous permettent de mieux comprendre pourquoi pour nos adolescents, lâcher ce fichu téléphone portable peut être compliqué, voire parfois impossible, et que leur rapport à l'écran est tout à fait différent du nôtre. Alors, la plupart du temps, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est presque qu'ils ne peuvent pas, parce que ce téléphone représente énormément dans leur développement et dans leur vie sociale. Effectivement, on sait aujourd'hui que le téléphone et notamment les réseaux sociaux, mais pas que, ce fameux téléphone va jouer différents rôles au moment de l'adolescence. Alors, au moment de l'adolescence, il y a un certain nombre de transformations. L'adolescent a besoin de s'éloigner de ses parents, il a besoin de s'ouvrir sur un autre monde, de découvrir un autre environnement. Et c'est le premier intérêt de ce fameux téléphone portable, en tout cas des réseaux sociaux qui le contiennent. Parce que, ils vont permettre à notre adolescent d'aller chercher ce qu'on appelle des exemples identificatoires, excusez-moi, voilà, je ne trouve pas du tout le terme, des icônes, des personnes avec qui ils auraient envie, qu'ils auraient envie de ressembler. Et ces réseaux sociaux vont leur permettre d'aller chercher des repères qui sont en dehors de leur environnement traditionnel. Le deuxième intérêt, c'est que dans leur téléphone, ils ont une vie qui leur appartient en propre. C'est la question de l'intimité, alors qui n'est pas toujours respectée, notamment par les parents, mais normalement, dans leur téléphone portable, ils ont la possibilité d'échanger avec leurs amis, avec leur groupe, sans espion familial, sans devoir partager des copains, des copines avec le petit frère, la petite sœur, etc., etc. Donc, c'est l'intérêt aussi de ce fameux téléphone dans un terme social, c'est de pouvoir s'échapper. Il y a un élément aussi qui est important, c'est qu'au moment de l'adolescence, il peut y avoir un certain mal-être, il peut y avoir en tout cas un sentiment d'être différent, de ne pas toujours trouver ses repères. Et l'intérêt, c'est que le téléphone portable permet d'avoir des échanges qui semblent en apparence sécurisés, qui semblent en tout cas maîtrisés. L'adolescent a l'impression que la vie est plus facile sur son compte Insta ou derrière son écran, qu'il peut être en interaction tout en se protégeant. Et puis, il y a un dernier élément qui est quand même important, c'est qu'au moment de l'adolescence, on va le voir juste maintenant, mais l'adolescent a besoin de plages où il va se reposer, où il va vraiment être en mode allongé, sur le canapé, sur son lit, parfois sur un tapis au sol, où il a besoin juste de ne rien faire. Et c'est l'énorme intérêt des écrans. Et d'ailleurs, les réseaux sociaux surfent énormément sur ce besoin. C'est le besoin de zapper, de regarder les choses avec un demi-œil ouvert. Et ça, c'est quelque chose que nous oublions, mais nous l'avons fait, nous, adolescents. Ça s'appelait comater devant la télé. Alors maintenant, c'est plus devant la télé, c'est ce que tu nous as dit, c'est devant un écran, mais ça reste quand même cet effet
de venir un peu se mettre en veille et puis venir chercher du fun, venir chercher du divertissement. Et c'est particulièrement important au moment de l'adolescence parce que, bon, on l'a déjà vu à de nombreuses reprises dans nos webinaires, mais au moment de l'adolescence, le cerveau adolescent est en grande réorganisation, hein, je le rappelle, mais il y a un tiers des structures neuronales qui se réorganisent à ce moment-là. Et nos ados, à ce moment-là, sont particulièrement sensibles à la dopamine, au besoin d'avoir des récompenses à court terme, au besoin de pouvoir aller chercher rapidement l'information dont ils ont besoin. Et c'est vrai que ce téléphone portable, eh bien, c'est un peu le doudou électronique hein, qui leur permet rapidement d'aller chercher les 10 minutes de fun dont ils ont besoin, etc., etc. Nos adolescents ne vont jamais par hasard sur leurs réseaux sociaux ou sur YouTube ou autres lieux d'échange, ils vont y chercher des centres d'intérêt, des choses qui leur font du bien et puis qui permettent aussi de s'évader. Alors avec par contre, eh bien, la grande difficulté que nous avons déjà vue, eh bien, celle de ne pas pouvoir résister plus aussi bien que nous, adultes, à ce chant des sirènes. Ils ont l'impression qu'ils sont capables de gérer, mais c'est vraiment là où ils ont besoin d'avoir une prothèse préfrontale, hein, où ils ont besoin de nous et de notre accompagnement pour leur permettre de lâcher ce téléphone parce que, autant le dire de façon aussi directe, pour eux, c'est extrêmement compliqué de le faire et de lâcher. Ça l'est déjà pour nous adultes, donc ce phénomène est amplifié pour nos adolescents. Alors, notre attitude va faire la différence, notre rôle va être crucial, la façon dont nous allons communiquer avec eux va changer les choses. Alors, c'est vrai on est agacé hein, face à ce téléphone, on en a marre de les voir sans arrêt derrière leurs écrans et c'est vrai que on a tendance à avoir des phrases un peu à l'emporte-pièce. J'aurais jamais dû t'en donner un. Je vais te punir de téléphone jusqu'aux vacances. Je savais que tu n'allais pas résister. Tu fais pas assez d'efforts. Tu seras privé de tous les écrans jusqu'à tes 18 ans. Voilà, parce que évidemment l'agacement nous entraîne et l'agacement est là et prend le dessus parce que aussi nous avons peut-être oublié qu'il fallait mettre un cadre autour de cette utilisation et qu'il faut mettre à la fois un cadre physique, on va le voir, un cadre d'organisation dans la maison et aussi un cadre à l'intérieur du portable parce que voilà, s'attendre à ce qu'un adolescent de 12, 13 ans, 14 ans soit capable de s'auto-réguler, c'est quasiment mission impossible. Il va avoir besoin de progresser, il va avoir besoin d'être accompagné. Alors, voilà 10 conseils que nous pouvons déjà partager avec vous par rapport à cette question des écrans. Déjà, on vous l'a dit, il y a d'abord la question d'un cadre physique à mettre autour de l'écran. Donc, ça veut dire quoi? Éviter au maximum les portables dans la chambre, surtout s'ils sont jeunes. Alors, bien sûr, on l'avait vu dans l'autre webinaire, ils vont vous expliquer qu'ils ont besoin d'un réveil et que c'est pour ça qu'ils ont leur portable. Rassurez-vous, on peut encore trouver de très bons vieux réveils dans le commerce et pour pas cher. Éviter aussi, mais c'est lié au fait d'avoir un écran dans la chambre, éviter les temps d'écran avant de se coucher parce qu'on sait que les lumières bleues ralentissent l'endormissement. Éviter aussi, surtout s'ils sont jeunes, l'exposition aux écrans le matin et pendant les repas. Alors pourquoi? D'abord parce que ça coupe bien sûr de la communication qui est indispensable au moment des repas. Ça coupe également des signaux de faim et ça, de la faim, de la satiété et ça c'est un vrai problème également. Et puis dès le matin, malheureusement, les écrans font appel à une attention qu'on appelle une attention
captive, donc il donne l'impression que le jeune est concentré, mais tout est fait, vous voyez ma main, tout est fait dans l'écran pour capter l'attention, et donc c'est fun, c'est sympa, et après vous arrivez en cours avec un prof qui lui a besoin d'une attention là volontaire, c'est-à-dire c'est aux jeunes de donner cette attention, et lui le prof il n'est pas sans arrêt en train de faire ça et d'envoyer des flammes, et évidemment eh bien l'attention est beaucoup plus difficile. Alors pour éviter ce genre-là de chaud et froid en début de journée, il vaut mieux éviter les écrans dès le matin. Et puis, Arnaud en parlera, mais il y a bien sûr la nécessité de pouvoir aussi contrôler ce qui se passe dans le portable. Un élément important, il faut pouvoir lui demander des temps de pause, il faut pouvoir préparer votre ado au fait qu'il va lâcher l'écran, et ce n'est pas bon, maintenant tu lâches ton écran, c'est au contraire lui permettre d'anticiper un peu ce qui va se passer parce qu'il en a besoin. Et donc c'est pas dire tu lâches dans 5 minutes, mais c'est tu lâches à la fin de ta partie, ou combien de temps il te faut pour finir ta partie. Et puis pareil, quand on autorise par exemple un temps d'écran pour regarder une série ou pour regarder des dessins animés, c'est pas de dire tu as 10 minutes ou 15 minutes, c'est tu as un épisode ou éventuellement 2 épisodes. Mais voilà, c'est d'être capable de quantifier par rapport à cela, parce que c'est ça qui va vraiment l'aider. Et puis, favoriser le décrochage, bah, c'est aussi montrer l'exemple, c'est savoir proposer des choses vraiment fun, hein, et pas va lire un bouquin, parce que malheureusement, pour nos ados, ça ne fait rarement partie du fun. Et c'est aussi de veiller à cet équilibre par rapport aux différents éléments. Évidemment, ça prendra du temps. Je le rappelle, c'est nous, adultes, qui, au début, allons être cette prothèse préfrontale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va être mal reçu et qu'il faut le savoir et qu'il faut l'accepter. Ça veut dire aussi que ça va prendre du temps. Alors, ce n'est pas parce que c'est compliqué et que ça prend du temps que ce n'est pas réalisable, bien au contraire, mais il va falloir aussi accepter d'être un peu ce qu'on appelle le mauvais objet, hein, celui qui vient frustrer, embêter, mais c'est un élément important. Et bien sûr, envoyer des messages de confiance tout au long du processus, c'est un élément aussi très, très important. Un dernier élément avant de proposer à Arnaud de prendre la suite, essayez d'instaurer un écran à la fois. C'est-à-dire, votre ado est là pour regarder un film ou une série avec vous, il aura tendance aussi à être sur son téléphone. Eh bien non, c'est d'imposer un seul écran à la fois, donc de lâcher le téléphone portable, et bien sûr, vous également de faire de même, ce qui n'est pas toujours simple. Arnaud, je pense que tu vas nous donner d'autres éléments maintenant. Oui, merci Nadège pour ces conseils. Alors maintenant, comment gérer le temps passé devant les écrans, et surtout particulièrement sur le téléphone, hein, puisque c'est ce qui nous concerne aujourd'hui. Alors en premier lieu, c'est contre-intuitif, hein, mais ça reprend un peu tout ce qu'on a dit, c'est de ne pas focaliser directement sur le temps passé, mais de penser d'abord à l'activité de l'ado au global. Alors d'abord parce que, outre le fait que comptabiliser le temps passé sur tous les écrans, c'est compliqué, et si on focalise sur le temps d'écran uniquement, on risque de se tromper de problème. Mon ado passe tout son temps sur les écrans et donc c'est pour ça qu'il ne fait rien d'autre, ou c'est parce que mon ado ne trouve rien d'autre à faire qu'il passe tout son temps devant les écrans. Donc ensuite, si vous avez cette vue globale, ce sera plus simple après de spécifier l'activité qui sera passée sur le smartphone pour pouvoir ensuite y mettre un cadre. Hein, car c'est évidemment sur le smartphone que les ados vont être seuls, confrontés au mécanisme de l'économie de l'attention, dont l'objectif, je vous le rappelle, est justement d'empêcher sa régulation. Donc, il vaut mieux prendre le sujet au global. Hein, la journée de votre ado, c'est quoi? Il va y avoir certainement un temps pour les distractions, pour jouer, pour étudier, pour faire l'activité physique, pour les relations sociales, pour la famille, pour des projets personnels, etc. Et ensuite, pour en revenir maintenant spécifiquement au sujet du smartphone,
on préconise de définir d'abord avec lui l'activité qu'il compte y faire. Et ensuite, on peut instaurer une référence de temps adaptée pour l'utilisation spécifique liée au smartphone. Et cette référence de temps pour le smartphone, elle est primordiale, car on l'a vu, le smartphone est un piège à temps de cerveau qui va utiliser nos biais cognitifs contre nous, et les ados ne sont clairement pas en capacité au début de le gérer. Alors, on a vu la pédagogie, on va voir maintenant comment concrètement on peut gérer ça depuis son smartphone. Alors, il faut savoir que depuis quelques années maintenant, les acteurs du numérique, et notamment les fabricants de téléphones et d'OS, ont compris l'urgence à proposer des outils qui nous aident à réguler le temps passé devant les écrans, et notamment au vu, je l'avais dit tout à l'heure, des études qui commencent sérieusement à s'accumuler. Et donc, ce qu'on appelle les family settings, les paramètres familiaux, sont maintenant sur vos smartphones de manière native et elles sont obligatoires pour les enfants de moins de 15 ans. Je vous renvoie vers les tutos que nous avons faits pour configurer ces paramètres familiaux qui sont en libre accès sur l'application MyTuga Parents. On en reparlera tout à l'heure. Je vais commencer par Apple. Sur Apple, vous pouvez définir des créneaux horaires pour l'utilisation du smartphone et des limites de temps passés par jour en fonction des différents jours de la semaine. On peut même définir une limite de temps sur une activité donnée, comme les réseaux sociaux par exemple, ou même sur une application spécifique. Un paramètre également très utile que nous allons voir après, Apple permet de définir si cette limite que vous paramétrez est bloquante ou non. Si la limite est bloquante, quand votre ado arrive à la limite, le téléphone se bloque. Dans le cas d'une limite non bloquante, l'ado est simplement prévenu, mais il peut continuer à utiliser son téléphone. On verra après la portée pédagogique justement de cette fonctionnalité. Alors, votre ado peut vous demander du temps supplémentaire lorsque la limite bloquante est atteinte. Et il a aussi des informations sur son temps passé pour lui apprendre à s'autoréguler. Et enfin, vous pouvez aussi, si vous avez le temps, vous pouvez aussi analyser le temps passé sur le téléphone de votre ado et le type d'activité qu'il a eu. Alors ça, c'est pour Apple. Pour Google, Google, c'est pour tous les téléphones sous Android, en fait, qui équipent les autres marques. C'est la même chose. Sur le paramétrage des limites, des demandes d'extension de temps, de l'autorégulation. Par contre, il n'y a juste pas de possibilité de limite non bloquante. Les limites que l'on définit sont, en tout cas pour l'instant sur Android, sont forcément bloquantes. Alors, je ne vous détaille pas plus tous ces paramètres. Encore une fois, vous avez tous les tutos de paramétrage qui sont disponibles sur l'application MyTuga Parents et qui sont classés par type de configuration. Alors, ces tutos, ils sont d'autant plus utiles que vous allez devoir les maîtriser. Confère notre webinaire sur le cadre dans le numérique. Si vous pensiez paramétrer les limites de temps une bonne fois pour toutes, ça risque de devenir très compliqué à gérer, avec un ado qui n'arrêtera pas de demander toujours plus de temps, et voir qui à la fin contournera tout simplement vos barrières. Et là, je vous renvoie au webinaire sur les arnaques préférées de nos ados. Donc, une fois qu'on a défini tout ça, pour que cela fonctionne de manière pérenne, on vient sur notre fameux cadre progressif adapté à l'adolescence que nous avons eu l'occasion de présenter à plusieurs reprises lors de nos webinaires et dont l'objectif est d'amener à l'autonomie. Alors, première étape dans ce cadre, pour gérer le temps, définir le temps journalier du téléphone et le créneau d'utilisation. Donc, de préférence, en échangeant avec votre ado par rapport aux activités qui vont entrer dans l'usage du téléphone au début. Alors, c'est un échange, mais c'est vous qui décidez, sachant que la limite va pouvoir augmenter en fonction de la progression de l'ado. Deuxième étape, et parce que votre ado ne va pas se réguler tout seul, comme Nadège l'a dit, on préconise d'instaurer des limites physiques, c'est-à-dire des limites bloquantes au niveau des paramètres familiaux du téléphone, en plus, évidemment, des règles de vie qu'on a vues tout à l'heure avec Nadège, comme pas de téléphone à table ou pas de téléphone dans les chambres. Troisième étape, au fur et à mesure de la progression de votre ado, vous allez pouvoir élargir sa référence de temps. Et à un moment, vous enlèverez la limite bloquante, comme on retire les petits trous des vélos. Ce sera à votre ado de se réguler par rapport à cette référence. Et évidemment, la confiance n'excluant pas le contrôle et les dérives statistiquement probables avec un ado, vous pourrez osciller entre ces deux étapes ou les mixer. Par exemple, j'enlève la limite de temps journalière bloquante, mais je te limite spécifiquement le temps de
telle application, car tu ne m'as pas prouvé encore que tu en avais un usage responsable. Voilà, tout ça devant amener à la fin à l'autonomie de l'ado sur sa régulation et sa gestion du temps. Pour terminer, je vais vous parler de ce qu'on a fait justement pour aider à mettre en pratique cette pédagogie de cadre progressif dans justement le développement de l'application MyTwiga. Alors, du côté de l'ado, on a une application MyTwiga Ado où on lui propose un parcours d'apprentissage. La pédagogie de ce parcours, alors n'est pas de moraliser ou d'infantiliser, mais de donner aux ados les clés pour une meilleure compréhension du monde numérique dans lequel ils vivent et donc une meilleure régulation de leurs usages. On va leur montrer par exemple les mécanismes qui sont utilisés et les pièges de l'économie de l'attention pour lui apprendre à être en capacité de décider réellement de l'activité qu'ils veulent faire sur leur smartphone et non pas être manipulés au fil des notifications, des gratifications ou des recommandations. Et dans son application dédiée, l'ado va passer des niveaux dans son parcours et vous, parents, vous serez notifiés de ses progrès et vous pourrez voir aussi les ressources, les différentes vidéos qu'il a vues lors de son parcours. Donc, quand l'ado passe des niveaux, vous serez invité, si vous le souhaitez, à élargir son cadre. Et c'est en tout cas un des éléments qui peut vous aider à décider d'élargir son cadre ou à passer à une étape suivante dans son autonomie. Alors, toujours dans cette pédagogie, vous êtes invité à formaliser le cadre que vous décidez. Et celui-ci est partagé avec l'ado dans son application, ce qui peut être une aide aussi pour gérer le cadre de temps lorsque les limites des family settings ne sont plus bloquantes. Voilà, notez que la gestion du temps n'est qu'un des nombreux sujets qui sont abordés lors de ce parcours, qui traite de tout ce qu'il faut pour être autonome et responsable dans ses usages numériques. Donc, on va avoir des sujets comme la sécurisation de la vie privée, la gestion de ses réseaux sociaux, comment s'informer correctement, etc., etc. Et l'objectif, c'est de considérer les ados comme des futurs adultes et non comme des enfants et de leur donner les clés pour qu'ils comprennent justement le monde numérique dans lequel ils sont. Alors, ça, c'est pour les ados, mais on a aussi les parents qui vont avoir besoin qu'on les aide, n'est-ce pas, Nadège? Oui, tout à fait. Alors, comme tu le disais en introduction, au sein d'APECOM, Apprendre à communiquer, nous avons 15 ans maintenant d'expérience dans la communication parents-adolescents. Et l'idée de l'appli Parents qui est disponible et qui est gratuite, tu l'as indiqué, mais l'idée de cette appli Parents, MyTwiga, c'est de permettre aux parents de pouvoir comprendre, encadrer et accompagner leurs adolescents dans la vie numérique. Alors, pour cela, il y a un parcours à la fois pédagogique et numérique. Les gens auront la chance de nous retrouver, toi et moi, dans une série de vidéos pour les aider à accompagner, à mieux comprendre l'impact sur leur adolescent et sur aussi la vie de famille, retrouver des fiches pratiques, des tutos, des actualités, suivre la progression de leur adolescent une fois qu'ils ont lancé l'appli ado sur le téléphone de leur ado, et puis avoir accès également à des conseils personnalisés. Notre objectif, c'est de montrer que l'on peut avoir une gestion positive des écrans dans nos familles, que le problème n'est peut-être pas c'est pas l'outil, mais l'utilisation de l'outil, et que en tant que parents, nous avons besoin aussi d'être accompagnés par rapport à ce sujet, de pouvoir nous sentir compétents. C'est souvent un des freins, c'est souvent une de nos inquiétudes, et donc c'est pour ça que nous avons développé cette appli. Nous continuons à travailler dessus, et évidemment, bien plus il y aura de parents pour la tester et nous donner de retour, plus nous pourrons l'améliorer.